Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. C'est une maladie gynécologique fréquente qui touche près de 10% des femmes. L'endométriose est méconnue. La communauté internationale a choisi ce 28 mars pour faire connaître cette maladie encore taboue. Le dialogue parents-enfants est l'option à privilégier pour une lutte efficace contre les grossesses en milieu scolaire. C'est nous Carlos Ouanou, consultant en communication et santé communautaire, nous en dit davantage dans ce journal. Et puis la confiance en soi permet de rester en totale possession de ses moyens. Cela offre la possibilité de nouer des relations constructives et d'oser prendre des risques. Merci de votre fidélité. Ce lundi 28 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre l'endométriose, une occasion pour la communauté internationale de faire connaître cette maladie qui ne touche que les femmes. Elle a été identifiée depuis 1860. Malheureusement, l'endométriose reste un tabou. Malgré un très grand nombre de cas, cette pathologie est encore trop peu connue et diagnostiquée tardivement avec un retard de 7 ans en moyenne. Suivez ce reportage pour en savoir davantage. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique longtemps passée sous silence. Elle bouleverse le quotidien des femmes en âge de procréer. La première fois, moi, je viens d'entendre ça. Je n'ai jamais eu cette information. Je n'ai jamais entendu ça une fois. Bon, endométriose, ce thème, je ne maîtrise pas trop. J'entends souvent parler des règles douloureuses. Les gens en parlent autour de moi. Peu connue, la pathologie va au-delà des règles douloureuses. Elle est causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Quand on parle d'endométriose, c'est que des cellules de la même nature que les cellules de l'endomètre sont implantées hors de ce champ. La situation de l'endométriose pourrait se retrouver à beaucoup d'autres endroits que dans le pelvis, dans le bas-ventre de la femme. La première catégorie de signes sera les douleurs pendant les règles et les douleurs au bas-ventre. C'est des douleurs qui peuvent apparaître au moment des rapports sexuels. C'est des douleurs d'intensité de plus en plus croissante avec le temps. Il va y avoir aussi des saignements exagérés pendant les règles. C'est une situation souvent qui est couplée avec des problèmes de fertilité. C'est une maladie complexe. C'est sans doute pour cette raison qu'elle est souvent mal ou tardivement diagnostiquée. Il peut s'écouler 8 à 10 ans entre les premiers symptômes et la confirmation du diagnostic. C'est fréquent chez les jeunes filles d'avoir des règles douloureuses et on dit que c'est normal. On donne quelques calmants et si la fille continue à se plaindre, on dit qu'elle fait bébé. Mais en fait, on n'a pas su diagnostiquer. L'endométriose donne des fois des niveaux de douleur vraiment au-delà du supportable, malgré l'utilisation de médicaments. Lorsque la maladie est très évoluée, donc, on peut avoir recours à la chirurgie. Et la chirurgie peut être très mutilante. Il n'existe pas encore de traitement définitif de l'endométriose, mais des associations se battent aujourd'hui pour mieux faire connaître la maladie. La première action que nous menons, c'est de sensibiliser, informer et accompagner. Et en parlant d'accompagnement, nous essayons d'écouter ces patientes-là. Nous permettons à ces patientes d'avoir un bon suivi en leur indiquant des centres où elles pourront se faire diagnostiquer le mal. Parce que c'est déjà après le diagnostic, il faut savoir si on souffre d'endométriose ou pas. Toute la société doit s'intéresser à cette maladie-là. Parce que ce n'est pas uniquement les femmes qui sont concernées. Et comme je le dis, une femme qui souffre d'endométriose, c'est tout son entourage qui est touché. Avant d'apprendre à vivre avec une maladie, il faut d'abord prendre conscience qu'on en est atteinte. Et vivre avec l'endométriose est une lutte de chaque instant. Un phénomène à la peau dure qui ralentit la croissance économique au Bénin avec un faible taux de scolarisation des filles. Comment faire alors pour prévenir les grossesses en milieu scolaire et stopper la saignée de la déscolarisation des filles? C'est nous Carlos Ouanou,
consultant en communication et santé communautaire, conseille la communication parent-enfant comme remède. Il se prononce dans cet extrait que je vous invite à suivre. Quand on parle de grossesse, c'est déjà le manque d'information parce que lorsque la fille n'a pas l'information de qualité en matière de sexualité, lorsqu'elle ne sait pas ce qu'elle peut faire pour éviter des grossesses, elle va sans doute contracter une grossesse. La responsabilité parentale est très engagée en ce sens où quand on parle de l'enfant, l'éducation de l'enfant n'est pas qu'à l'école, l'éducation de l'enfant commence par la maison. Peu de parents aujourd'hui parlent de la sexualité avec les enfants. Il y a des parents qui pensent nécessairement que notre enfant n'a pas encore l'âge, notre enfant n'est pas encore à l'étape où il faut lui parler de la sexualité. En fait, c'est faux parce que déjà à partir de tout petit âge, à partir du tout bas âge, on peut déjà commencer à parler de la sexualité avec les enfants. Ça, quand on voit ça avec les spécialistes en communication pour la sexualité, ils peuvent vous aider en fait à trouver le message adapté à chaque âge de l'enfant, à chaque niveau de développement de l'enfant. Et c'est ça qui va amener alors l'enfant à comprendre son corps. Parce que lorsque la fille ne comprend pas son corps, pourquoi elle développe des caractères sexuels secondaires? Lorsque la fille ne comprend pas les changements physiques et les changements physiologique de son corps, ça peut l'amener à se poser beaucoup de questions et l'amener à commettre des erreurs qu'elle ne devait pas commettre. Vous savez, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ont des menstrues et les parents ne savent pas. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui vont à l'activité sexuelle que les parents ne savent pas. Et lorsque vous ne donnez pas l'information et la bonne à votre enfant, il va le chercher au dehors et ce n'est nécessairement pas la bonne information qu'il reçoit. Quand on parle de la prévention, il faut la bonne information. Et aujourd'hui, les jeunes sont exposés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a les smartphones, il y a beaucoup de sites internet qui montrent n'importe quoi et à n'importe quel moment. Nous avons les telenovelas qui sont là aujourd'hui. Il faut installer un contrôle parental qui vous permet de filtrer l'information. C'est de la grande responsabilité des parents et il faut amener l'adolescent, il faut amener l'enfant à comprendre qu'est-ce qui est important pour lui, à telle étape de changement, qu'est-ce qui est important pour lui. L'enfant doit prendre conscience des faits, devait amener l'enfant à retrouver son intérêt dans ce que vous êtes en train de lui dire. Parlons maintenant de la confiance en soi qui, tout comme l'estime de soi, est un état d'esprit permettant de combattre le doute, l'incertitude, la peur et de se sentir capable de relever des défis. Comment renforcer chaque jour sa confiance? On en sait un peu plus avec Patrick Adjagbodjou. Elle ne figure pas au rang des qualités innées, mais elle est un état d'esprit. La confiance en soi est la ferme assurance que l'on a de s'affirmer, de révéler ses capacités en toutes circonstances, d'accepter ses limites et de se surpasser. La peur, le sentiment d'infériorité et le doute sont ses plus grands ennemis. Pour gagner en confiance, il faut se connaître soi-même. Beaucoup de formateurs, beaucoup de coachs en motivation vont vous demander de répéter des paroles motivantes, affirmative chaque matin pour pouvoir développer votre confiance en vous. Mais cela ne marche pas toujours de cette façon. Il faut que l'individu prenne conscience de ce qu'il est, de ses croyances, de ses valeurs, de son origine. Être conscient de tout ce qu'il y a en soi et autour de soi. Être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Parce que très souvent, nous n'avons pas le courage de regarder en face ce que nous ne sommes pas capables de faire. Pour savoir ce que nous sommes capables de faire, il faut d'abord connaître ses forces et accepter ses faiblesses. Après cette étape de connaissance de soi, il est nécessaire de reconnaître que le manque de confiance en soi est une dimension de notre personnalité sur laquelle il est possible de travailler. Nous avons ce qu'on appelle l'image de soi, qui est ce que je suis. Qui est-ce que je suis? Quelles sont mes valeurs? Quelle est mon origine? Quelles sont mes croyances? La seconde étape est ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que je vaux. Quelle est ma valeur? Et c'est seulement en troisième position que nous avons la confiance en soi, qui est ce que je suis capable de faire, ou ce que je me sens capable de faire. Et ce n'est qu'au-dessus de ces trois éléments-là qu'on a l'affirmation de soi, qui est ma capacité à faire ou à ne pas faire les choses. La confiance en soi est une qualité indispensable, surtout en milieu professionnel. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Et c'est pour éviter de ne pas avoir trop confiance en soi qu'on dit, quelles que soient vos assurances, il faut toujours vous mettre à l'épreuve. Il faut qu'il y ait toujours cette marge de manœuvre où, oui, vous doutez un peu pour dire, bon, ok, je vais me mettre devant le fait.
Dans ces conditions, qu'est-ce que je fais? Il faut s'entraîner, il faut s'habituer et il faut surtout échouer, apprendre de ses erreurs. Vous vous rendez compte que lorsque vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, au départ, cela augmente votre estime de vous-même. Et lorsque votre estime de vous est augmentée, cela a une répercussion automatique sur les choses que vous êtes capable de faire ou les choses que vous faites dans l'instant. Avoir confiance en soi est le socle de toute réussite, un sentiment de sécurité qui libère du doute et des incertitudes. C'est l'un des plus beaux sites naturels d'Afrique situé dans l'est du Rwanda. Il a dû relever plusieurs défis après le génocide. Sa superficie avait été réduite et sa population animale décimée. Depuis 6 ans, le site renaît et les animaux sont de retour. Il accueille désormais 13 000 espèces différentes, dont des lions qui ont été réintroduits pour la première fois depuis leur disparition dans le pays à la fin des années 90. Reportage. Ces quelques visiteurs se sont levés à l'aube pour venir observer le réveil des animaux sur les berges du lac Ihema, au beau milieu du parc national de la Kagera. Les crocodiles commencent eux aussi leur journée, tout comme ce troupeau de buffles, une espèce réputée très agressive. Comme vous voyez, les buffles en face quand même n'ont pas peur. Donc, ils nous observent sans problème. Ils sont à l'aise, il n'y a pas de braconnage, comme vous voyez. Car l'immense parc de la Kagera revit. Aujourd'hui, il abrite tous les animaux emblématiques de la savane. Alors qu'il y a encore 10 ans, la faune sauvage avait pratiquement disparu. En 1994, le génocide rwandais a fait près d'1 million de morts. La réserve est alors laissée à l'abandon, les rescapés y chassent pour survivre et des braconniers déciment de nombreuses espèces. Ces dernières années, une association qui gère le parc avec le gouvernement rwandais a réintroduit ici des dizaines d'animaux en provenance d'Afrique du Sud. Fin novembre, ils ont organisé le plus important transfert animalier de l'histoire. 30 rhinocéros blancs arrivés par avion. Ils viennent rejoindre 13 000 espèces d'animaux désormais présentes ici. Le roi de la savane, lui aussi, avait été chassé et éradiqué pendant 20 ans. Ça y est, je vois les lions. Il y a aujourd'hui une quinzaine de spécimens en tout. En ce moment, c'est leur période de gestation, qui est d'ailleurs très courte. Et on a vraiment eu beaucoup de naissances ces derniers temps. Voici notre salle de contrôle. Ici, des agents géolocalisent les animaux susceptibles d'être braconnés. Certains lions ont des colliers comme celui-là. Ils sont équipés de GPS et grâce à ces colliers, nous connaissons leur position toutes les 2 heures. Et s'il y a une alerte, les premiers à intervenir, ce sont eux. Une unité canine spécialement entraînée et déployée dans le parc depuis 2015. Bon chien. Des chiens de berger pour traquer les braconniers. En utilisant nos yeux, on ne peut pas voir où ils se cachent. Mais avec l'odorat des chiens, on les trouve. Résultat, le braconnage a presque complètement disparu ici. Et plus de 44 000 touristes visitent désormais chaque année la Kagera, attirés par ces animaux sauvages revenus en nombre. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis.